Bien, on sort de notre réunion de groupe, donc on a pris le temps d'avoir un débat un petit peu long, mais qui est très intéressant, sur le sujet de la SNCF. En pesant, vous savez, l'orientation qui a toujours été la nôtre sur l'ouverture à la concurrence, point auquel on a toujours été attaché. Ensuite, il y a deux points qui restent très importants pour nous. C'est celui de la dette, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas ce que va devenir la dette. Est-ce qu'on va vers une structure de défaisance? Est-ce que l'on va vers une nouvelle taxe sur les billets ou sur autre chose? Et puis, l'autre sujet qui est majeur pour nous, qui est celui de ce qu'on a appelé les petites lignes, et c'est sur un pays comme la France, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas regarder les choses sous un angle nostalgique, c'est tout simplement toute la politique d'aménagement du territoire qui est liée aux voies de communication, qu'elles soient routières, qu'elles soient ferroviaires ou qu'elles soient d'ailleurs sur le numérique. Donc c'était un point central. Une fois qu'on a débattu de tout ça, on a pris donc très majoritairement la position suivante, c'est qu'on va voter favorablement ce texte parce qu'il va vers l'ouverture à la concurrence, c'est ce que nous souhaitions, mais nous voulons réouvrir le débat sur les petites lignes, notamment à l'occasion du texte mobilité, et continuer dans le cadre de la loi de finances sur la reprise de la dette. Encore une fois, sur le texte mobilité, ça sera pour nous un enjeu essentiel sur les petites lignes. On voit bien aujourd'hui, par ces non-réponses, le gouvernement en fait est en train d'essayer de redonner le bébé aux régions sans mettre les ressources financières en face. C'est la raison pour laquelle on en fera un point très dur du débat à l'occasion de ce texte. Mais là, compte tenu de ce qui a été fait sur l'ouverture à la concurrence, d'un point qui était très important pour nous sur le statut juridique, c'est-à-dire de donner la possibilité, de faire en sorte effectivement que les mêmes représentants ne puissent pas siéger dans les deux filiales, parce que ça voulait dire qu'on n'ouvrait rien en réalité si on faisait ça. Cet amendement a été repris, bon, le gouvernement par tactique n'a pas voté notre amendement, mais l'a repris, donc on considère qu'on a obtenu satisfaction dessus, donc voilà pourquoi on est arrivé à ce vote favorable sur le texte. Sinon, un autre point, bon là, sur l'autre sujet sur lequel on a beaucoup débattu aujourd'hui, c'est sur la loi Asile, et notamment sur le vote. Vous savez que le gouvernement souhaite qu'on ait un vote qui se fera vraisemblablement en catimini, parce que ce vote il aura lieu je ne sais pas quand, vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, peut-être à minuit ou à 4h du matin. Je pense que c'est vraiment ridicule de faire un vote de cette manière sur un texte comme celui-là. Alors on voit bien la fragilité du gouvernement qui est tétanisé à l'idée d'afficher ses divisions et donc d'avoir un vote par scrutin public en séance un mardi ou un mercredi où tous les députés sont présents et qu'on voit effectivement les lignes de fracture au sein des députés En Marche. Et c'est la raison pour laquelle tout a été bon pour aller sur ce vote en catimini, alors que bon, tous les groupes étaient favorables, enfin tous les groupes sauf bien entendu le groupe En Marche, mais étaient favorables à ce que l'on ait un scrutin public mercredi, et même je ne sais pas le jour idéal, mercredi 9, parce que ce sera une semaine enserrée entre les deux ponts du 8 mai et du jeudi de l'Ascension, mais au moins il y aurait eu du monde dans l'hémicycle, alors que là on fera un vote avec 30 ou 40 députés à 4h du matin. C'est un peu ridicule. Et sinon, bon, ben, vous avez entendu deux premiers orateurs sur nos motions, Éric Ciotti, enfin dans l'ordre, Guillaume Larrivé et Éric Ciotti qui ont présenté les deux motions. On va continuer nous sur cette ligne-là, avec des points dont on prend acte sur les réductions de délais qui vont dans le bon sens, mais surtout des grands points qui sont catastrophiques sur la politique d'immigration. Je pense à la fois aux titres de séjour qui vont passer de 1 an à 4 ans, et puis sur le regroupement familial, avec l'ouverture aux collatéraux qui est vraiment catastrophique sur la politique d'immigration.
Et puis toutes les propositions qui ont commencé à être déclinées par Ciotti et Larrivé, et on aura également Pierre-Henri Dumont et puis beaucoup d'autres députés qui vont être mobilisés cette semaine sur le texte. Voilà ce que je peux dire. Combien d'amendements Oh, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas compté. On est à peu près sur 1000 amendements, ce qui fait dire que ce n'est pas sérieux aujourd'hui d'imaginer qu'on va boucler ce texte vendredi soir. Ou alors, on réécrit, vous connaissez la technique, on réécrit des articles entiers pour faire tomber 200 amendements d'un coup. Je veux dire, ce n'est pas sérieux sur un débat comme celui-là. Concernant la SNCF, est-ce Oui. que vous pouvez nous dire si arrivé à cette position, donc le vote pour a été difficile, et c'est une position qui ne fait pas l'unanimité, si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez nous dire également combien de députés de votre groupe ou s'abstiendront ou voteront contre? Oh, ça, je vous le dirai avec certitude dès que le vote aura été fait. Non, d'une manière générale, on est sur, comme on le fait à chaque fois, on ne procède pas à des votes, on est sur une position pour qui est très majoritaire. Donc on verra, je ne vais pas rentrer dans les comptabilités, on verra, mais elle est très majoritairement pour, et on a eu un débat, vous aurez les échos, et j'imagine que vous les avez déjà, qui est encore une fois très large. Alors après, donc il n'y aura pas, je sais pas, 4 ou 5 votes contre, c'est possible, mais sur plus de 100 députés, on verra bien. Mais enfin, l'ordre d'idée, c'est ça. Et avec une vingtaine d'interventions peut-être en réunion de groupe. Mais sur une ligne qui a toujours été celle, la nôtre, on aurait souhaité, et sur la structure, et sur le statut des cheminots, alléger ce qui a été appelé le sac à dos social, qui en réalité plombe les entreprises qui vont vouloir candidater à la concurrence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous redire les raisons qui vous poussent malgré tout? Vous voulez le faire en caméra, on va le faire... non. Là, ce serait super à nouveau, en fait. Oui, mais je vais vous le faire sans problème, je boucle la presse écrite, mais sinon, oui, on le fait à la caméra, sans souci. Non, mais les raisons, je les ai expliquées, tout à l'heure. On a toujours été sur la ligne, vous m'avez entendu le dire peut-être une dizaine de fois maintenant, depuis un mois ou un peu plus, favorable à l'ouverture à la concurrence. Cette ouverture à la concurrence, elle y est de manière claire. On était favorable à la sortie du statut des cheminots. Elle y est, mais pas de la manière dont on aurait souhaité, parce qu'en fait, en ayant mis toutes les garanties qui ont été mises, ça plombe les candidats à la concurrence. Mais on ne peut pas dire que ça n'y est pas. Donc c'est aussi un point qui est positif. Et puis également, troisième point positif, sur la structure juridique, on souhaitait qu'elle évolue. Elle a évolué complètement dans le sens que l'on souhaitait, mais avec des avancées importantes, et notamment sur le fait de ne pas verrouiller complètement le système avec les mêmes administrateurs qui pouvaient siéger dans la société mère et dans les deux filiales. Parce que là, on cadenassait complètement les choses. Donc, le gouvernement n'a pas voulu reprendre notre amendement, mais il l'a repris à l'identique en le faisant voter sur son nom. Pinaillé, ça va dans le bon sens. En revanche, il reste des interrogations fortes, et notamment deux qui sont essentielles. La reprise de la dette, et donc on reviendra sur ce sujet. Et dans le cadre de la loi mobilité, on veut réouvrir le débat sur les petites lignes, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un regard nostalgique que l'on a sur l'organisation du réseau. C'est essentiel pour le développement économique de la France et notre politique d'aménagement du territoire. Les régions se développent parce qu'il y a des voies de communication routières, ferroviaires, numériques, et donc on ne peut pas oublier le ferroviaire, et on ne peut pas dire aux régions, vous allez faire le sale boulot, annoncer les fermetures et ne pas mettre de ressources en face. Et puis troisième point, qui a aussi suscité des interrogations, c'est le fameux mensonge du président de la République dans l'interview qu'il avait donnée à TF1. Le mensonge a tenu à 1 heure ou 1 heure et demie, le temps qu'on mette la ministre dans les corps pour nous expliquer que l'annonce qui avait été faite par le président de la République des 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans était fausse et était un mensonge, parce qu'il n'y avait en réalité pas 1 euro supplémentaire. Est-ce que ce choix se fait en accord avec Laurent Wauquiez? Oui, bien sûr, oui. Laurent participe à nos réunions de groupe. D'ailleurs, lui-même s'est exprimé depuis déjà longtemps sur le sujet. Vous savez, c'est l'habitude de fonctionner ensemble et plutôt bien, objectivement. Moi, j'ai une question. Les Républicains étaient favorables à l'idée d'un deuxième jour férié travaillé pour financer la dépendance. On est en tout cas très défavorable à la manière dont les
des choses sont présentées à l'annonce qui est faite par le président de la République. Il nous annonce à la fois on ne crée pas d'impôts nouveaux, on ne va pas créer d'impôts nouveaux, mais on va taxer une journée supplémentaire des Français, c'est-à-dire qu'ils travailleront pour financer ce système, enfin, la prise en charge de la dépendance. C'est donc bien un impôt nouveau que l'on crée en réalité. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des économies et on va faire des propositions sur le sujet. Éric Woerth anime un groupe de travail où on a mis commun entre députés et sénateurs sur ce sujet pour faire des propositions d'économie, mais arrêtons de charger la barre. Le président de la République se fiche du monde quand il nous annonce « je ne crée pas d'impôts nouveaux ». On ne créera plus d'impôts nouveaux, mais en même temps, j'en crée déjà un d'une journée de travail complète pour financer la dépendance. C'est le moyen de ne faire aucune économie. On l'a vu au moment des dépenses publiques. Vous savez, le débat sur les dépenses publiques, il devait baisser, ce qui avait été annoncé d'ailleurs dans le discours de politique générale par le Premier ministre en masse, et en réalité, elles augmentent de 2,5. Et là, on continue en fait à créer de l'impôt. Sur la loi asile-immigration, bon, vu qu'il n'y a pas de vote solennel, votre position, ce sera quoi? On va attendre, toujours, je vous le dis à chaque fois, on attend la fin du débat, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a peu, je pense, d'espace pour un vote pour de notre part, le moins qu'on puisse dire avant le débat. Attendons d'être à la fin. Voilà. C'est jamais imaginer que nos amendements soient adoptés. Est-ce qu'on risque pas d'avoir dans l'hémicycle des députés FN qui soutiennent les amendements LR et inversement? On n'est pas là, je me contrefiche de ce que fait le FN, si tant est qu'il fasse quelque chose sur un texte qui ne s'est pas encore vu pour le moment, mais c'est pas mon sujet. Nous, on défend nos amendements. Après, vous savez, même s'il y a des députés socialistes, communistes, modem, qui votent nos amendements, ils ne sont pas interdits de vote. Hein, et si à un moment ils sont frappés par le bon sens, se disant enfin, une bonne mesure et on va la voter, bienvenue au club. C'est bon? Ouais, merci.